Bonjour, mais je m'appelle Yves Richard, je suis professeur de géographie ici à l'Université de Bourgogne et mon parcours, j'ai fait un bac scientifique, puis ensuite des études de géographie à l'Université d'Aix-Marseille, donc licence, master, doctorat, et puis ensuite enseignant-chercheur ici à Dijon. Comment en êtes-vous venu à mettre en œuvre des recherches sur le climat urbain? En effet, ce n'est pas une recherche que je conduis depuis longtemps. C'est une recherche qui est issue d'un réseau de collaboration entre différents partenaires sur Dijon, donc Dijon Métropole, à l'époque c'était Grand Dijon, l'ADEME, ADEME Bourgogne à l'époque, maintenant c'est ADEME Bourgogne-Franche-Comté, l'agence de l'environnement Alter. Donc nous travaillions ensemble sur d'autres projets et ce réseau existant, l'idée est venue de co-construire des recherches sur le climat urbain en 2013. Pourquoi vous intéressez-vous à la question du climat urbain? C'est une question ancienne. Dans la littérature, on trouve des travaux qui ont plus de 50 ans, mais qui en France a émergé que très récemment, suite à la canicule de août 2003. On s'est rendu compte à ce moment que dans les villes, on avait des températures encore plus élevées qu'à l'extérieur et que ça posait un problème de santé publique. Donc à ce moment-là, des recherches se sont développées et donc c'est à la fois intéressant du point de vue des processus, pourquoi fait-il plus chaud, et puis c'est intéressant en termes d'impact, et puis c'est une question qui relève de la géographie puisque finalement c'est la manière dont on aménage la ville qui peut permettre de bien gérer cette question thermique. Alors maintenant, nous allons parler de POPSU Dijon et vous. Donc comment en êtes-vous venu à participer au programme POPSU et pourquoi avez-vous souhaité y participer? POPSU, c'est un des programmes de recherche, puisque notre recherche en général, aujourd'hui, elle s'appuie beaucoup sur répondre à des appels à projets et pour avoir des financements. Donc POPSU fait partie de cet ensemble. Si on a développé ce programme, c'est parce qu'on est en étroite collaboration avec Dijon Métropole, puisque c'est un programme qui associe le ministère de l'écologie et puis la métropole. Comment le CRC s'est-il organisé pour répondre au programme POPSU? Alors le CRC, c'est le Centre de recherche de climatologie. Alors nous sommes plusieurs collègues au Centre de recherche de climatologie, certains travaillant sur la qualité de l'air, d'autres sur le climat urbain. Et puis on a des compétences aussi qui sont complémentaires. On peut installer des instruments en ville, mais on peut également faire de la modélisation. Donc c'est ainsi que plusieurs collègues ont souhaité participer à ce projet. Quel est votre rôle au sein du projet? Mais moi, je suis plutôt côté climat urbain, pas qualité de l'air, et puis gestionnaire d'un réseau de mesures qui s'appelle Mustard Dijon. Et donc, c'est à ce titre que j'interviens, mais j'interviens aussi en essayant de faire le lien entre l'enseignement et ma recherche. Et pour moi, c'est un plaisir parce que à l'université, on essaie, dans la mesure du possible, d'adosser nos enseignements à la recherche. Et bien là, on a une très bonne opportunité de le faire. Que représente le projet POPSU pour vous et quelles étaient vos attentes par rapport au programme POPSU dans sa globalité? Alors sa spécificité au sein de nos différentes recherches sur le climat urbain, c'est le lien direct avec Dijon Métropole et au travers de cela, la possibilité d'essayer d'aller vers de la recherche participative. C'est quelque chose d'un petit peu nouveau. En climatologie, on ne fait pas de recherche participative historiquement, contrairement à l'écologie. Et donc avec POPSU, il y a cette opportunité d'essayer de travailler avec des citoyens pour à la fois une meilleure appropriation de cette question du climat urbain, mais en même temps aussi dans une perspective éventuellement de participer à la collecte de données. Maintenant, on va parler de comment mesurer les ICU et IFU. Alors, quelles sont les stratégies mises en place pour collecter les données de îlots de chaleur et fraîcheur urbain? Alors, l'îlot de chaleur urbain, c'est le fait qu'il fasse plus chaud
en ville qu'à la campagne. Alors c'est pas vrai tout le temps, c'est surtout vrai la nuit, et c'est surtout vrai la nuit qui succède à des journées ensoleillées. Alors pour mesurer ceci, on a deux manières de faire. On peut faire des mesures in situ, donc on installe des stations, ou alors on fait des transects avec des données mobiles, ou bien on peut utiliser de la mesure à distance, ce qu'on appelle la télédétection. Donc ça peut être avec des campagnes aériennes, drones, avions ou satellites. Les mesures in situ, elles sont pertinentes pour mesurer la température de l'air. Les mesures aériennes, elles sont pertinentes pour mesurer les températures de surface. Et c'est deux choses qui sont quand même assez nettement différentes. Pouvez-vous m'expliquer ce que sont les sondes Hobo? Ce sont des sondes thermiques et qui mesurent la température, mais aussi l'humidité relative. Mais enfin, on a également maintenant des instruments qui permettent de mesurer le rayonnement solaire, le vent, donc sa vitesse et sa direction. Donc en fait, ce sont des stations, ce sont des micro-stations météorologiques. Comment définissez-vous les lieux de mesure? Alors comment choisir un lieu de mesure? Ça dépend ce qu'on cherche à mesurer. Il y a différentes problématiques possibles. Dans certains travaux, on essaie de voir l'influence d'un tout petit aménagement. Donc on va se mettre au fond d'un canyon urbain très exigu. Nous, ce n'est pas du tout cette stratégie qu'on a adoptée, parce que notre volonté, c'était d'essayer de croiser nos données de mesure avec de la donnée issue de modèles de climat. Et donc pour ça, on a essayé de trouver des sites très ouverts, de manière à ce que la mesure qui est faite soit représentative d'un quartier assez vaste, on va dire de l'ordre de l'hectare, et pas de quelques mètres carrés. Donc des sites très ouverts, sans ombre portée, donc faire attention qu'il n'y ait pas des bâtiments qui cachent le rayonnement solaire, pas trop près d'un mur, pour être représentatif d'un quartier assez vaste. Comment êtes-vous passé des îlots de chaleur aux îlots de fraîcheur? Alors globalement, la ville, c'est un corps chaud par rapport à la campagne environnante, mais ce n'est pas un corps chaud de manière homogène. On peut, au sein de cette ville, avoir des espaces un petit peu plus frais. Alors quels sont ces espaces plus frais? Eh bien, c'est ceux qui ressemblent le plus, entre guillemets, à la campagne, c'est-à-dire ceux qui disposent de végétaux nombreux, des arbres, des arbustes, des pelouses, et puis des végétaux qui évapotranspirent, parce que c'est l'évapotranspiration des végétaux qui favorise le rafraîchissement. Donc ces îlots de fraîcheur, finalement, en première grandeur, ça correspond aux espaces verts. Maintenant, à propos des interactions avec l'extérieur, comment voyez-vous les interactions avec les citoyens dans le cadre de POPSU? Alors on a commencé à avoir des interactions dans le cadre de la Nuit européenne des chercheurs, où plusieurs centaines de visiteurs ont participé à des petites expériences et puis ont un petit peu indiqué quels étaient les lieux où ils souhaiteraient avoir plus d'informations. Donc c'est des éléments qu'on peut prendre en compte pour installer des stations. Ça c'est une première idée. Et puis la deuxième idée, c'est qu'on a toujours l'ambition de faire des mesures participatives avec des citoyens, donc avec des petites stations qu'on peut promener en se déplaçant à pied. Voilà, on n'a pas pu le faire depuis un an à cause des conditions sanitaires, mais dès qu'on pourra, on le fera. Et ça nous permettra comme ça de collecter beaucoup de données de manière synchrone sur des petites surfaces. Par exemple, en partant du cœur d'un parc urbain, et puis en se déployant en étoile de part et d'autre de ce parc. Comment se passent les relations avec les agents métropolitains sur le programme POPSU? Alors, les relations, elles sont antérieures au programme, puisqu'on a co-construit ces recherches et puis ce réseau depuis 2013 avec des agents de Dijon Métropole. Simplement, dans le cadre de ce projet POPSU, on a des partenaires supplémentaires, donc ça nous a permis de diversifier un petit peu notre réseau de relations avec les agents de la métropole. Pour revenir aux mesures sur les îlots de fraîcheur et de chaleur urbains, quels sont les endroits ici à Dijon où sont effectuées les mesures? Alors en tout, on a maintenant 72 stations qui sont installées. Donc c'est sur 23 communes, les 23 communes de Dijon Métropole. Je crois qu'on a essayé d'oublier aucune commune, mais il y a bien sûr la commune centre, celle de Dijon, qui est plus richement dotée. Avec un regard nouveau sur les espaces verts à l'intérieur de la ville. Pour ce qui est des interactions, est-ce que les étudiants sont associés à ce projet?
Alors les étudiants sont associés même avant le programme, puisque finalement il y a eu depuis plusieurs années plusieurs stages de master qui ont été effectués sur cette thématique. Maintenant, dans le cadre de ce projet POPSU, ce n'est pas simplement quelques étudiants, mais c'est des promotions entières. On a eu les licences 3 de géographie et aménagement qui ont beaucoup œuvré l'an dernier, puis cette année encore. Et puis cette année, vous, les étudiants de Master 1, Transport, Mobilité, Environnement, Climat. Nous allons maintenant parler du bilan et de l'évolution du programme. À ce jour, quels sont les résultats obtenus? Alors les résultats, ils ne sont pas spécifiquement obtenus dans le cadre de ce programme, hein. C'est les résultats d'un ensemble de programmes. Alors je peux donner quelques éléments clés, par exemple. Au maximum, la différence de température entre le cœur de ville et la campagne environnante peut atteindre 6 degrés. Au maximum, un grand parc urbain comme le parc de la Colombière qui fait 33 hectares peut enregistrer des températures qui sont de 4 degrés inférieures des quartiers bâtis environnants. Et ce que l'on peut dire, c'est que ce maximum n'est pas toujours atteint, mais des valeurs qui sont proches de ces valeurs maximales, c'est-à-dire 3 ou 4 degrés d'écart entre le parc et puis la ville, ou alors 4, 5, 6 degrés d'écart entre la ville et la campagne, c'est des situations assez fréquentes les nuits de printemps et les nuits d'été. Rencontrez-vous des difficultés dans la mise en place des différents dispositifs ici à Dijon? On n'a pas eu trop de difficultés. On peut même se féliciter de voir qu'on n'a pas eu beaucoup de vandalisme. On craignait ça parce qu'il y a des agglomérations où le vandalisme est quand même assez présent. Et on a la chance ici à Dijon Métropole de ne pas avoir eu trop de problèmes. Peut-être aussi parce qu'on a mis nos stations à 3 mètres de haut et pas à 2 mètres. Et ça, c'est important. Voilà, après, sinon, il faut toujours se démener pour aller chercher des financements, pour acquérir des nouveaux instruments. Et puis ensuite, c'est quand même un réseau à entretenir. Et un réseau à entretenir, ça veut dire de la maintenance, c'est du personnel, c'est des déplacements. Donc c'est assez chronophage. Alors ça va parce que nous sommes plusieurs et nous sommes assez passionnés par ce que nous faisons. Mais c'est vrai qu'à l'université, on n'a pas vocation finalement à entretenir des réseaux pérennes. Et donc c'est une difficulté, je pense, sur le moyen terme qui va se poser. Et, quels sont les impacts de la crise sanitaire en ce qui concerne votre partie du projet? Il y a eu plusieurs impacts, mais le plus visible, c'est toutes les mesures participatives qui n'ont pas pu se faire jusqu'à maintenant. On aurait dû en faire au printemps dernier, puis ensuite à l'été dernier. Là, on avait encore l'espoir de le faire au printemps qui arrive et on ne sait pas si on pourra le faire. Donc c'est surtout ça. Pour le reste, nos instruments, eux, ils fonctionnent en toute autonomie, donc on n'a pas été trop lourdement impactés. Quel est votre bilan du programme POPSU dans sa globalité? Alors le bilan, on le fera à la fin de l'année, je crois. Hein. Il n'est pas complètement terminé. Donc j'espère qu'on pourra faire un bilan en présentiel, dans un grand amphi, avec des partenaires de Dijon Métropole, avec des chercheurs, des étudiants. Et c'est là où on pourra tirer tous les enseignements. Donc, le programme POPSU s'achèvera à la rentrée 2021. Comment est-ce que vous voyez la suite? Et est-ce que vous avez des projets, d'autres projets à développer suite à ce programme? Non seulement on l'envisage, mais c'est déjà le cas. Hein. On est sur un projet actuellement qui s'appelle SAVE-IFU. C'est un projet qui est cofinancé par l'ADEME et puis le pôle fédératif en santé publique Bourgogne-Franche-Comté. Et puis Dijon Métropole vient de remporter un gros projet européen qu'on appelle H2020, c'est le projet Response. C'est un projet pour 5 ans en partenariat avec l'agglomération de Turku en Finlande. Donc on sait déjà que jusqu'en 2025, on a des financements pour poursuivre sur le climat urbain. On émarge également un projet qui s'appelle PUPRIVLAND, qui est un projet financé par le Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, on va continuer de répondre à des appels à projets sans cesse. Il n'y a pas une année où on ne répond pas à plusieurs appels à projets, parce que pour financer nos recherches, c'est indispensable. Donc, j'aimerais revenir à la question des mesures des îlots de chaleur et de fraîcheur urbains. Comment se font les transects? Oui, l'idée, c'est que notre réseau, avec 72 stations, il est quand même assez dense, mais finalement, entre deux stations, il y a souvent 500 mètres, voire 1 kilomètre de distance. Et donc, la question qui nous est souvent posée, c'est oui, mais
que se passe-t-il entre les stations? Ou bien vous mesurez la température dans un parc, la température montre que dans le parc il fait plus frais qu'en ville, mais est-ce que le parc a une influence sur les quartiers avoisinants? 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, voilà des questions qui sont ouvertes. Alors ces mesures participatives et ces transects, eh bien, ils permettent justement de faire des relevés toutes les secondes, et donc à la vitesse d'un marcheur, une mesure toutes les secondes, ça permet d'avoir des informations métriques, au pas de temps métrique, donc ensuite d'avoir des cartographies extrêmement fines. Alors bien sûr, c'est des cartographies sur un moment donné, il n'y a pas de répétition temporelle, donc c'est complémentaire du réseau fixe. Le réseau fixe, il nous donne une continuité dans le temps, avec juste quelques points, alors que la mesure participative que l'on fait à pied ou en vélo, finalement, sur des transects, il n'y a pas de répétitivité temporelle, mais par contre, on a une très bonne finesse spatiale. Disons que ce qui contrôle les contrastes de température en ville, ce n'est pas propre à Dijon, c'est des choses qu'on va retrouver dans la littérature, donc dans les villes du monde, dans toutes les villes du monde, dans les grandes lignes, c'est les mêmes préconisations. Donc la première des préconisations, c'est de développer la végétation partout où c'est possible, mais une végétation qui évapotranspire, c'est-à-dire une végétation qui a accès à de l'eau. Donc c'est complexe. Enfin, à quel endroit faire développer cette végétation, ça c'est peut-être pas à nous de le faire. Il y a beaucoup d'autres éléments à prendre en compte. On a des contraintes patrimoniales, on a des contraintes en termes de logement, mais l'idée générale qu'on peut porter, c'est de partout où là c'est possible d'installer des végétaux. Si on a par exemple de l'herbe, une pelouse qui n'est pas arrosée, et dès que l'été devient un petit peu sec, comme on a eu ces 3 dernières années, 2018, 2019, 2020, ben rapidement la pelouse est toute sèche, elle n'évapotranspire plus, elle ne rend plus service. Donc si on a la capacité, c'est-à-dire si on a la disponibilité en eau pour arroser la pelouse, elle rend toujours un service. Alors l'arbre, il est plus intéressant parce que l'arbre, avec ses racines, il va puiser l'eau en profondeur. Merci beaucoup Yves Richard d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.